Les amis, ravi, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de l'AS Monaco qui se déplace, du côté du Portugal ce soir pour y défier, le Benfica Lisbonne dans le cadre du match retour des barrages, de 16e de finale, de la Ligue des Champions. Monaco s'est incliné, la semaine passée 1-0 du côté, du stade Louis II. Il va donc falloir, asséner un énorme coup de pied dans la fourmilière pour le club du Rocher pour pouvoir, se qualifier parce qu'on sait que pour les clubs français, c'est toujours particulièrement difficile d'aller jouer du côté du Portugal et je voulais parler de l'AS Monaco tout simplement parce que c'est un club que j'aime bien, c'est un club que je suis souvent, je regarde quasiment tous les matchs de Monaco cette saison. J'avais fait une vidéo sur Monaco au tout début de la saison, c'était mi-octobre, fin octobre, ils avaient joué contre Lille. J'étais allé voir le match du côté de la Principauté et je me disais que Monaco pouvait nourrir de grosses ambitions cette saison, malgré le fait que sur ce match-là, je crois que c'était un 0-0 face à Lille, mais je trouvais que Monaco avait l'effectif, l'ambition pour essayer de s'aligner sur le Paris Saint-Germain cette saison, d'autant plus que Monaco a fini dauphin du club de la capitale la saison passée. Je voyais pour la deuxième saison d'Adi Hutter un Monaco encore plus ambitieux, mais cette saison, on est quand même en droit d'être déçu par la saison du club du Rocher en tout cas, parce que je trouve que les objectifs n'ont pas été atteints pour le moment. Alors oui, tu luttes encore pour la deuxième place en Ligue 1, même si tu es à 6 points de l'Olympique de Marseille et qu'à la base, l'objectif de Monaco, c'est de se hisser derrière le PSG. Oui, tu t'es retrouvé en barrage de 16e de finale de la Ligue des Champions et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on pouvait pas espérer que Monaco soit dans le top 8 quand on voit tous les cadors qu'il y a dans ce top 8, même si c'est vrai que Lille est parvenu à le faire notamment, mais Lille, ça ressemble davantage à un épiphénomène qu'autre chose. Mais en tout cas, je suis un peu sur ma faim par rapport à la saison de Monaco. Alors, qu'est-ce qui cloche dans cet effectif monégasque? Et moi, je vais vous le dire clairement, je trouve que cet effectif, il est relativement moyen par rapport à ce qui se fait en Ligue 1. Quand on regarde l'effectif du PSG, évidemment, par définition, c'est au-dessus. Quand on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille, c'est au-dessus parce que j'ai l'impression qu'à Marseille, et c'est assez fou pour le dire, quand on voit comment Marseille a souffert sur les 10 dernières années d'une mauvaise gestion sportive, eh bien, on se rend compte qu'à Marseille, ça travaille beaucoup mieux et c'est le comble de cette histoire. On se rend compte aussi qu'à Nice, en Ligue 1, à domicile, ça travaille plutôt bien, même s'il y a à redire sur Nice en Coupe d'Europe, même s'il y a à redire sur Nice en Coupe de France, donc il y a à redire sur l'investissement de l'OGC Nice sur les coupes en général, mais en championnat, Nice est solide cette saison pardon, et travaille plutôt bien. Lille, même si ça va un peu moins bien pour les Dogs, on voit un effectif de qualité, on voit un collectif huilé par Bruno Genesio. Ça se voit en Ligue des Champions où les Dogs ont fini dans le top 8 de la saison régulière. Ça se voit en Ligue 1, même si ça s'est un peu essoufflé sur les dernières semaines. On voit des clubs qui travaillent mieux que l'AS Monaco en Ligue 1 et qui disposent d'un meilleur effectif ou d'un meilleur collectif. Et c'est pas la même chose parce que quand je parle d'effectif, je parle d'individualité et quand je parle de collectif, je parle de production qu'il peut y avoir dans le jeu. Et en termes de production, je trouve que Marseille, Lille, ça reste au-dessus. Alors il y a à redire sur l'OGC Nice, mais à domicile, tu restes sérieux et c'est ce qui te permet de figurer dans le top 3 à égalité avec l'AS Monaco. Mais quand on voit ces deux équipes au départ de la saison, on se dit que Monaco est largement au-dessus de son rival azuréen. Et pourtant, Monaco bataille avec Lille ou encore l'OGC Nice pour essayer de décrocher cette troisième place et c'est bien loin des ambitions de l'AS Monaco. Et si on regarde l'effectif ligne par ligne, eh bien ça commence déjà dès les gardiens de but. Déjà t'as pas de gardien, ça c'est la première chose, c'est que ça se joue entre Madjeki, Kohn, on ne sait pas vraiment qui est le titulaire indiscutable et ça c'est mauvais signe. En général quand tu ne sais pas qui est ton premier gardien, soit les deux sont super forts et je pense pas que ce soit le cas pour l'AS Monaco parce que c'est pas le Real Madrid et que si les deux étaient vraiment forts, ils seraient pas à Monaco, soit les deux gardiens n'ont pas réussi à convaincre et c'est pour ça que ça tourne autant. Il y a Kohn qui a été blessé mais il n'a pas non plus porté satisfaction quand il a joué. Madjeki, on peut pas dire que ce soit impérial, même si je trouve qu'en Ligue des Champions, il a pu limiter la casse, notamment face à Arsenal ou encore face à l'Inter Milan, mais rien qu'au poste de gardien, t'as pas de gardien défini. Là où l'OM a Rouli qui a sorti 3 ou 4 pénaltys cette saison, là où Lille a Lucas Chevalier qui est promis à un énorme avenir, eh bien tu n'as pas de gardien fixe, tu n'as pas de gardien qui a su convaincre. Quand on regarde l'arrière-garde, Thilo Kehrer est le leader de ta défense. Alors je trouve que Kehrer c'est vraiment l'un des seuls joueurs qui est resté régulier toute la saison et qui fait relativement une bonne saison et qui parvient même à être décisif sur coup de pied arrêté. Je crois même qu'il a inscrit la bagatelle de 4 buts cette saison, mais je trouve que Kehrer n'a pas à être ton vice-capitaine. C'est un joueur qui a 28 ans. Certes, il a pris de l'âge. Ce n'est plus le Thilo Kehrer qu'on a pu connaître au PSG, mais je pense que Kehrer ne doit pas être le leader principal de ta défense. Je pense qu'il faut l'associer à un joueur plus expérimenté à côté de lui et le fait d'avoir Mohamed Salissou, je trouve que ça donne deux joueurs de qualité, ça donne deux joueurs qui ont des profils intéressants, c'est des bons défenseurs
défenseurs, je trouve, encore plus pour la Ligue 1, mais c'est pas des mecs que tu peux mettre en Ligue des Champions associés l'un à l'autre ou que tu peux mettre dans des gros matchs face au PSG ou face à Marseille parce que ça manque relativement de caractère, je trouve, et que même si un mec comme Maripane a pu être critiqué, eh bien, Maripane est un moins bon défenseur que Kerrer et Salissou. Ça, j'en suis sûr. Mais Maripane a le caractère que ces deux-là n'ont pas. Quand on voit chez les latéraux, Vanderson, ça reste assez limité. Quand on voit que Nice a Jonathan Klaus, qui est quand même un international français, quand on voit qu'à Marseille, le piston, c'est Luis Enrique, qui fait une saison exceptionnelle, eh bien, je trouve que Vanderson reste, somme toute, assez limité. À gauche, tu as été obligé de mettre Crépin Diatta, dont ça n'est pas le poste, puisque Caio Henrique a eu du mal à se remettre de sa blessure au ligament croisé. Donc là aussi, le fait de mettre Crépin Diatta en 16e de finale de Ligue des Champions au poste d'arrière gauche, c'est symptomatique de nombreux problèmes qui peuvent ébranler ton équipe. Donc rien que dans l'arrière-garde, on pointe un problème de caractère, on pointe aussi des limites, parce que Crépin Diatta, arrière gauche, ça montre qu'il y a des limites dans l'effectif. Donc on voit déjà que rien qu'au sein de l'arrière-garde, c'est pas forcément exceptionnel. Si on regarde aussi le milieu de terrain, Denis Zakaria, il confirme le joueur qu'il est depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire que c'est un joueur de très grande qualité et il l'a montré sur les 6 premiers mois sous le maillot de Monaco. C'est un leader, c'est un mec qui est capable de récupérer énormément de ballons, qui a un énorme volume de jeu, mais là il est moins bien depuis quelques mois désormais. Pourquoi? Parce que c'est le Denis Zakaria qu'on voit depuis le début de sa carrière. C'est un joueur qui a joué à Gladbach, qui a été bon à Gladbach, qui est parti à Chelsea, qui n'a pas réussi à s'imposer, qui n'a pas réussi à s'imposer à la Juve, mais il a fait de belles choses aussi, hein. Dans ces clubs-là, Denis Zakaria a fait des belles choses. À la Juve, Zakaria a fait de belles choses, je trouve, mais jamais en étant constant et régulier. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui à l'AS Monaco, parce que c'est pas un joueur qui peut être régulier pendant toute une année. Et là, on parle quand même de ton capitaine. C'est encore plus inquiétant, bien sûr. Et à côté de lui, on n'a pas trouvé de remplaçant à Youssouf Fofana. Et ça, évidemment, c'est un énorme problème puisque Lamine Camara est encore très jeune et je me demande si la marche n'est pas encore un peu trop haute pour lui. Tu as été obligé d'aller chercher Al Mousrati pour ramener un peu d'expérience, mais c'est pas lui qui va changer le cours de ta saison, même si je trouve qu'il a un profil tout de même assez intéressant. Donc il y a pas mal de limites aussi dans ce milieu de terrain. Tu as un Denis Zakaria qui est ton capitaine, mais qui est en manque de constance et de régularité, et qui montre pourquoi il n'est pas devenu un top milieu depuis le début de sa carrière. Et à côté, tu as un jeune Lamine Camara qui cherche à s'imposer, qui sera sûrement un très bon milieu de terrain dans quelques années, mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Al Mousrati, que tu es parti chercher au Beşiktaş, qui va pas changer le visage de ta saison. Donc là aussi, au milieu, je trouve qu'il y a des limites. Et devant, c'est là où, selon moi, le bas blesse le plus pour l'AS Monaco parce que tu as énormément de talent, mais dans la matérialisation de ce talent, on voit que c'est assez insuffisant. Tu as bataillé comme pas possible pour essayer d'aller chercher un numéro 9 en janvier puisque tu avais énormément de problèmes offensifs, de problèmes de mire en fait devant le but sur le début de saison puisque tu n'arrivais pas à ajuster la mire, tu n'arrivais pas à marquer, tu arrivais à te procurer des occasions, mais tu n'avais pas ce mec pour finir les actions devant. Balogun a été gravement blessé, Mbolo s'est fait les croisés, c'est pas le Mbolo qu'on peut voir avec la sélection suisse. Il est bon avec la Suisse parce que sur un mois de compétition internationale, son genou peut le laisser tranquille, mais globalement sur une saison, c'est pas le Mbolo explosif qu'on a pu connaître à Schalke ou à Gladbach. Ileni Kena est encore assez jeune, et puis pour Golovin et Minamino, c'est le même problème que pour Denis Zakaria. Pourquoi est-ce que Golovin n'est pas parti de Monaco depuis son arrivée en 2018? Parce qu'aucun club européen ne veut prendre le risque de signer un joueur aussi irrégulier que Golovin. Alors oui, Golovin c'est un joueur de ballon, oui c'est un joueur qui est peut-être le plus à l'aise techniquement de l'AS Monaco, mais on voit que c'est un joueur qui depuis 6 ans est bon peut-être de septembre à décembre ou de septembre à janvier. C'est pas un joueur qui est constant, c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter et on le voit. Minamino, c'est un peu le même problème. Minamino, il était à Salzbourg très bon, il est parti à Liverpool, la marche était haute et ça peut sembler logique. Il est parti à Southampton, il n'a pas vraiment réussi à se relancer. C'est pourquoi aujourd'hui il est à l'AS Monaco et qu'aucun gros club européen n'a voulu mettre le chic sur Minamino. Parce que Minamino aujourd'hui c'est un mec comme Golovin, comme Zakaria, qui est un mec qui n'est pas forcément régulier. C'est pour ça que ces mecs-là sont encore à l'AS Monaco aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de régularité et de constance et surtout le cadre monégasque fait qu'ils n'ont pas besoin d'être constants et réguliers puisque personne ne va leur mettre la pression pour qu'ils deviennent plus réguliers. Et puis on va parler des deux jeunes qui sont peut-être la seule éclaircie de la saison monégasque, Ben Seguir et Akliouche. Alors Ben Seguir, de août à décembre, je l'ai trouvé vraiment excellent. Là, il est un peu retombé dans ses travers. Il a même été sur le banc de touche sur les 5 derniers matchs de Monaco avant d'être titularisé face au FC Nantes et de marquer ce week-end. Mais le problème avec Ben Seguir et Akliouche, c'est qu'ils sont encore un peu trop tendres. Et ça s'est vu en Ligue des Champions, face à Arsenal, face à l'Inter. C'est des mecs qui ont été un peu timides. C'est des mecs qui n'ont pas cherché à sortir leur équipe de la panade dans laquelle ils étaient. Alors je trouve qu'on peut pas leur mettre beaucoup de choses sur le dos. Ça reste des jeunes joueurs, ça reste des mecs qui ont besoin de progresser et qui n'ont pas de leader à qui se référer. Puisque pour moi, Kerrer et Zakaria, c'est pas des leaders
sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer. Alors oui, c'est des mecs qui ont grandi depuis des années. Kerrer, il a grandi depuis le PSG. Zakaria, il a grandi depuis la Juventus Turin, mais c'est pas non plus des patrons comme il pouvait y en avoir avant à l'AS Monaco, comme pouvait l'être Glick, comme pouvait l'être Fabinho, comme pouvait l'être Subasic. Aujourd'hui, on n'a plus ces grands leaders-là et il n'y a pas de leader sur lesquels s'appuyer pour Ben Seguir et Akliouche. Et je trouve que ces deux joueurs-là, c'est vraiment la seule éclaircie de Monaco où vraiment je trouve que c'est des joueurs qui sont au-dessus du lot, sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer, mais ils sont pas cadrés par des leaders. Et Akliouche, on le voit, ça fait maintenant 3-4 semaines que ça va un peu moins bien pour lui, et c'est des mecs surtout qui ne sont pas friands de statistiques. J'ai l'impression qu'Akliouche et Ben Seguir, c'est pas des mecs qui cherchent la stat, c'est des mecs qui sont très altruistes, qui sont encore un peu gentils, je trouve, dans leur style de jeu, mais qui ont besoin, je trouve, de tuer. C'est des mecs qui ont besoin d'essayer de marquer des buts, d'essayer de faire des passes décisives, d'essayer de faire gagner l'AS Monaco. Et pour le moment, ça reste des joueurs qui sont profondément collectifs, alors qu'être un peu plus égoïste devant le but, ça leur ferait peut-être pas de mal. Et Mika Biarretz, c'est symptomatique des problèmes offensifs de Monaco. C'est que Mika Biarretz, il arrive, le mec qui joue 4 matchs, il est déjà meilleur buteur du club. Et ça montre encore une fois qu'il y a des problèmes offensifs dans cette équipe. C'est que l'attaquant qui vient d'arriver, il est déjà meilleur buteur de ton équipe alors qu'il n'était pas là il y a un mois. Donc là aussi, ça montre qu'il y avait des problèmes à Monaco. Mais Mika Biarretz, je pense que la marche, elle est encore un peu haute en Ligue des Champions. Ça s'est vu face à Benfica la semaine dernière. Peut-être qu'il va me faire mentir aujourd'hui, mais je trouve que c'est quand même un attaquant qui a de la qualité. C'est un attaquant un peu vintage, old school. Lui-même le dit. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'il est très jeune. Il y a aussi un problème de jeunesse à Monaco, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeunesse dans cette équipe, une jeunesse qui n'est pas cadrée comme je l'ai dit, et puis surtout des joueurs qui n'ont pas été remplacés. Je trouve que Ben Yedder devant, par exemple, il n'a pas été remplacé quand on voit ce qu'a apporté le joueur sur le plan technique. Alors, on va laisser les problèmes extrasportifs de côté. Si on parle juste du joueur de football, c'est vrai que techniquement, ce qu'il t'a apporté depuis 5-6 ans maintenant, c'était quand même du haut niveau, même dans la capacité à être un leader. Ben Yedder, c'était le leader technique, le leader vocal, et aujourd'hui, il manque cruellement, si on parle que de sportif, évidemment, et Youssouf Fofana au milieu qui n'a pas été remplacé. C'est vrai que Denis Zakaria Fofana cette année, ça aurait été vraiment excellent, notamment en Ligue des Champions. Surtout quand on voit que Fofana à Milan, c'est plutôt bien quand même ce qu'il fait depuis quelques mois désormais, même s'il a été beaucoup critiqué. Donc voilà, t'as pas réussi à remplacer Fofana, t'as pas réussi à remplacer Ben Yedder, mais un mec comme Maripane, hein, qu'on a beaucoup critiqué pour ses lacunes techniques, mais Maripane c'était un leader. Et t'as perdu beaucoup de leaders, t'as perdu beaucoup de leaders vocaux, beaucoup de leaders techniques que tu n'as pas réussi à remplacer, ou en tout cas t'as mis des jeunes pour essayer de les remplacer, mais pour le moment, on voit que ça ne marche pas vraiment. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Peut-être que Monaco va renverser la table face à Benfica, même si j'y crois très moyennement au vu de ce que je vous ai dit sur les limites supposées de cet effectif. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.